Du Sénégal. Bon après-midi au niveau de Los Angeles. Nous démarrons avec un peu de retard dû à un problème technique sur notre ligne. Nous sommes aujourd'hui le jour où... Quel jour sommes-nous aujourd'hui encore? Que je vérifie. Quel jour sommes-nous? Nous sommes donc le samedi 22 janvier, un jour spécial puisque nous allons réinviter, nous avons sur notre ligne notre cher frère Ladiao, qui est sur notre ligne et que nous avons eu la dernière fois et qui va aujourd'hui nous éclairer un peu sur les matchs de l'AFCON. Ladiao, bon après-midi, bonne soirée. Comment allez-vous? Ça va bien, Adrienne, ça va bien, Ndiawar. Au plaisir de vous retrouver sur votre antenne. Un plaisir pour nous, puisque nous avons passé certains matchs de l'AFCON. C'est pour ça que nous vous avons réinvité, parce que nous aimerions vraiment savoir ce qui va se passer aujourd'hui, puisque nous avons eu des surprises au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous avons des équipes qui sont parties, des équipes auxquelles on ne s'attendait pas qui ont quitté, d'autres équipes auxquelles on ne s'attendait pas qui sont restées. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial où vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer et quel est votre pronostic sur cette Coupe d'Afrique actuellement. Alors, la Coupe d'Afrique avance, vous l'avez dit, Adrienne, il y a eu des surprises, mais à notre niveau, on va rappeler que ce sont des faits qui étaient presque prévus. Parce que vous savez, il y a maintenant un nivellement des valeurs dans le monde. Il y a des pays que vous n'entendez pas, ils vous entendent, que vous ne voyez pas, ils vous voient. La méthode de travail est partout la même. Les outils de travail sont partout les mêmes, tant et si bien que même l'amateur d'aujourd'hui avance avec un œil très professionnel et avec encore cet amateur un programme assez professionnel. Il se donne le temps de se préparer. Vous avez eu des équipes comme la Gambie qui participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations et qui a réussi le tour de force l'autre semaine de battre la Tunisie en poule 1-0. Vous avez les Comores qui font également leur premier pas à la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont réussi à se qualifier. Vous faites allusion à l'Algérie pour ce qui est des surprises et des pays que l'on voyait aller jusqu'au bout et qui, pour le moment, ont fini de faire leur bagage. Eh bien, c'est difficile de gérer un titre de champion. Il est plus facile d'ailleurs de devenir champion que de le rester. Parce que quand vous voulez être champion, pratiquement vous êtes sur courbe ascendante. Mais quand vous avez fini d'être sacré champion, vous attirez, comme on dit, tous les regards sur vous et vous cherchez à vous maintenir. C'est encore plus difficile. C'est plus facile de se progresser que de se maintenir dans les grands rôles. C'est ce qui est arrivé à l'équipe d'Algérie, qui avait fini d'aligner 35 matchs sans défaite. Évidemment, l'Algérie est arrivée, comme on dit lapidairement, la fleur au fusil. Voilà comment la Côte d'Ivoire l'a surclassée. Et même avant la Côte d'Ivoire, l'Algérie avait été aussi accrochée dans des résultats qui avaient été surprenants. Mais les footballeurs africains, ils se valent aujourd'hui. J'ai envie de dire que même ceux qui sont restés à la maison, même les locaux, valent à peu près ces locaux, les professionnels. Alors, pour d'autres, ce n'est pas une surprise parce que nous assistons à un nivellement des valeurs et que les amateurs restés en Afrique seront toujours très motivés à jouer ces amateurs, les meilleurs professionnels. Voilà comment, du côté du Sénégal, par exemple, Sadio Mané n'est que l'ombre de lui-même. L'équipe d'Algérie avec Mahrez, on attendait un tout petit peu plus et mieux, et de Mahrez et de l'équipe d'Algérie qui a fini de faire les bagages. Alors, nous sommes maintenant, Adrienne, au stade des huitièmes de finale qui vont débuter demain.
Demain dimanche, vous avez à 16h, heure du Cameroun, 17h à Dakar, Burkina Faso, Gabon. À 19h, on aura Nigeria, Tunisie. Ça, c'est pour demain dimanche. Après demain lundi, le Cameroun va rencontrer les Comores à 16h, heure du Cameroun, 17h à Dakar. Et la Guinée sera opposée à la Gambie. Ça a tout l'air d'une affiche pour le tournoi Amilcar Cabral, parce que vous savez, le Cabral servait à cela. Je me souviens d'un ministre des Sports du passé, François Bob, qui disait que le Cabral, c'est l'antichambre de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on arrive à briller au Cabral, on peut titiller les hautes cimes africaines. C'est tellement juste qu'aujourd'hui, tous les pays du Cabral étaient à cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, la Sierra Leone et même la Mauritanie étaient là. La Sierra Leone et la Mauritanie sont éliminés. Il reste encore des pays du Cabral que sont le Cap-Vert, que sont la Guinée, le Mali. Alors, tant et si bien que François Bob avait raison de dire que c'est une source où l'on se prépare. Donc, je disais qu'après-demain lundi, à 19h, heure de Dakar, la Guinée rencontre la Gambie. Mardi, le Sénégal revient pour y affronter le Cap-Vert. Tout autre derby qui rappelle et l'Afrique de l'Ouest et le tournoi Amilcar Cabral. Il faudra se méfier de cette équipe du Cap-Vert qui regorge de bons joueurs. On a fini de le rappeler, tellement vrai que dans son dernier match de poule, le Cameroun avait peiné pour le battre 1-0. C'est tout aussi vrai que le Cameroun déjà qualifié était allé puiser sur son banc, dans la profondeur de son banc, pour faire jouer, par exemple, des jeunes Camerounais qui n'avaient pas encore pris part aux 2 premiers matchs. Et comme l'équipe était qualifiée, le Cameroun pouvait se permettre de laisser au vert quelques titulaires et de faire entrer quelques jeunes joueurs qui postulent au galon de titulaire. Donc le Cameroun va affronter les Comores lundi à 17h, heure de Dakar, la Guinée, Conakry, la Gambie, lundi à 19h, heure de Dakar. Mardi, Sénégal, Cap-Vert, je rappelle, à 17h, heure de Dakar. Le Maroc sera opposé au Malawi. Et puis, mercredi, dernière journée de ces 8e de finale, le Mali qui va affronter la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui a réussi le tour de force d'ouvrir en premier la succession de l'Algérie. Parce que dans son match de poule, l'Algérie avait été déjà battue par la Guinée équatoriale. Et c'était une performance qui avait fait, comme on dit, boum, dans les horizons du monde du football. Parce que jusqu'ici, la Guinée équatoriale ne s'était signalée que par la CAN qu'elle avait organisée chez elle en 2012. Parce que la Guinée équatoriale avait battu, je le rappelle, l'Algérie déjà en poule par 1-0. Donc la Guinée équatoriale se qualifie à la place de l'Algérie et va affronter le Mali mercredi. La Côte d'Ivoire et l'Égypte vont s'affronter mercredi à 19h. Ça va vous rappeler le parfum de la finale 2006 de la Coupe d'Afrique des Nations quand la Côte d'Ivoire avait perdu au tir au but devant l'Égypte. Alors pour le moment, on peut le dire, ce sont des 8e de finale dans lesquels aucune équipe ne peut brandir la faveur des pronostics. Même le Cameroun face aux petits poussés Comores, même le Mali face à, je dis le Mali, la Guinée face à l'autre petit poussé, la Gambie, petit poussé justement parce que la Gambie fait sa première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Voilà donc, Adrienne, présenter les 8e de finale vers lesquels nous allons à partir de demain. Là, mais merci, c'est extraordinaire parce que justement, vous parliez du Cabral, qui était un événement du football qui était extrêmement prisé au niveau du Sénégal. Et quand je vois les équipes qui sont là, effectivement, j'ai l'impression qu'on a toute l'Afrique de l'Ouest, en fait. Je peux dire oui. Afrique de l'Ouest allant un petit peu le plus loin, je pense, parmi la majorité, je peux dire 90% des équipes qui se présentent là, sont des équipes d'Afrique de l'Ouest.
Si on dit Oui, le Nigeria, Burkina Faso, Gabon est un peu central, voilà. mais la Gambie, la Guinée, le Cameroun, le Sénégal, on a Oui, aussi le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Mali. On a beaucoup d'équipes oui. d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce qu'on peut se dire que quelque part, parce que le terrain, on parlera du terrain après, quelque part en Afrique de l'Ouest, il y a des talents cachés, puisque toutes les autres équipes qui étaient un peu plus loin que l'Afrique de l'Ouest sont presque parties. Il en reste très peu Oui, par rapport à ça. oui. Vous avez parlé et du Cabral et de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest existe depuis 1947. En 1947, c'était la première compétition organisée sous le label Afrique occidentale française. Dakar était la capitale de la Côte d'Ivoire, était la capitale du Soudan français devenu le Mali, de la Guinée, du Dahomey devenu le Bénin, et quoi encore, de la Haute-Volta devenu aujourd'hui le Burkina Faso, du Niger. Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française. Alors ces 8 pays étaient représentés. Regardez par exemple le Cap-Vert, qui était dans la poule A. Dans la poule B, vous y avez la Guinée-Conakry et le Sénégal. Dans la poule C, pour reparler de l'Afrique de l'Ouest, vous y aviez le Ghana, l'autre grand éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans la poule D, vous y avez l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria, mais aussi le Cabral avec la Guinée-Bissau. Dans la poule E, la Sierra Leone, voilà, qui revenait, et la Côte d'Ivoire pour reparler de l'Afrique de l'Ouest. Et dans la poule F, il y avait le Mali pour reparler du Cabral, la Gambie pour reparler du Cabral et la Mauritanie. La poule F regroupait 3 équipes du Cabral qui étaient le Mali, la Gambie et la Mauritanie. D'ailleurs, ici, entre le Sénégal et la Gambie, on caresse l'idée de ramener ce Cabral qui n'existe plus depuis quelques années et qui était ce Cabral, comme on dit, un excellent plateau, surtout pour les équipes qui ne réussissaient pas à se qualifier. Parce qu'avant, il y avait la Guinée, le Sénégal et le Mali qui se qualifiaient pour ce qui est du Cabral dans les hautes compétitions africaines. Le reste non, ne se qualifiait pas et le Cabral a servi à les préparer à ces grandes rencontres. Et quand aujourd'hui, tous les pays du Cabral, de la Gambie à la Mauritanie, répondent à l'appel de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, François Bopp, là où il dort dans sa tombe, doit se dire, cette situation, je l'avais prévue il y a une vingtaine d'années, quand j'ai insisté sur ce Cabral qui méritait, comme on dit, d'être bien entretenu pour permettre à d'autres pays de grandir. Donc, à ce niveau, le football se porte bien, je le disais, en Afrique de l'Ouest depuis 1947, l'année où est née la Coupe d'AOF de football, qui est disparue à l'aube des indépendances, au début des années 60-61. Juste à ce moment-là, le Cabral venait comme pour prendre le relais de la Coupe d'AOF de football. Depuis, les pays ont grandi à l'image de la Gambie et de la Mauritanie, qui faisaient figure de petits poussés dans cette sous-région et qui aujourd'hui représentent dignement le football de leur pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais extraordinaire, de façon extraordinaire. D'ailleurs, vous avez évoqué François Bopp, que j'appelais tonton François Bopp, puisque c'était la même génération que papa, que Urbain, tonton, Urbain Diagne, les entraîneurs, Adrien Diagne, Urbain Diagne, Adrien, mon oncle, et aussi celui Oui. qu'on a oublié, qui était l'Avesto, qui était aussi, ils étaient tous des sportifs, en fait, Oui. qui vraiment mettaient le sport en avant. Allez-y. Oui, c'était tous des sportifs. Et vous savez, j'ai été, je me souviens, en désaccord à l'époque, les années 80, exactement en 84, je vais vous dire comment. J'ai été en désaccord avec François Bopp. Mais aujourd'hui, je lui reconnais son mérite. Parce que mon désaccord avec François Bopp n'a rien à voir avec ce qu'il a apporté au football. Comment mon désaccord à l'époque avec le ministre François Bopp est arrivé? Je retiens facilement la date parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques organisés, je me souviens, en 1984 à Los Angeles. Et si je ne suis pas venu à Los Angeles,
c'était simplement la volonté du ministre de l'époque, François Bob, qui a trouvé mon nom dans une délégation du Sénégal en partance pour les Jeux Olympiques et qui l'a enlevé et qui a dit pourquoi. Qu'est-ce qu'il a dit? En 84, c'était aussi une année de Coupe d'Afrique des Nations. Nous étions éliminés, nous, Sénégal, par l'Algérie. L'Algérie qui rentrait de la Coupe du Monde 82. Une grande équipe d'Algérie avec les Bel Saoula, les Rabat Badjer, les Ben Saïd. C'était vraiment une équipe d'Algérie complète d'ailleurs qui venait de briller à la Coupe du Monde et qui avait fini de donner à l'Afrique sa deuxième victoire en Coupe du Monde en 82 après la première de 78 quand la Tunisie avait signé la première victoire africaine à la Coupe du Monde 78 en Argentine en battant le Mexique. Alors, la veille du match Sénégal-Algérie, qualificatif pour Côte d'Ivoire 84, match aller à Dakar, match retour à Abidjan. Jeudi, moi, dans une émission de radio, que nous ne sommes pas favoris. L'Algérie rentre de la Coupe du Monde. L'Algérie a fini de prendre part à une Coupe du Monde qui n'est pas une direction pour nous, qui n'est pas une priorité pour nous, simplement parce qu'à l'époque, on ne pensait même pas à une qualification à la Coupe du Monde, peut-être parce que nous n'avions peut-être pas le niveau mondial où nous nourrissions des complexes. L'un dans l'autre, on n'a jamais pensé à une qualification à la Coupe du Monde. C'est tellement vrai que quand l'Angola nous a éliminés en 80 à l'épreuve du tir au but à Dakar, c'était anecdotique. Bon, alors on passe. C'était à la veille de la Coupe du Monde 82. Alors je dis que nous ne sommes pas favoris. L'Algérie a la faveur des pronostics. Si vous faites un sondage ou en Afrique ou dans le monde, dans ce match qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations, Algérie-Sénégal, match aller à Dakar, match retour à Alger, 8 Africains sur 10 donneraient la faveur à l'Algérie pour ce que valait l'Algérie à l'époque et pour nous, ce que nous valions en 1984. Le ministre de l'époque, François Bob, dit, il le dit à mon directeur, là, il faut le sanctionner. Il le dit à mon ministre. Il le dit à mon ministre de l'époque, Djiboka. Il demande à Djiboka, mon ministre de l'époque, de me sanctionner. Pourquoi? Parce que j'ai tenu dans l'émission des propos de nature à décourager l'équipe du Sénégal. Quels sont ces propos? J'avais dit que nous ne sommes pas favoris. Nous n'avons aucune pression. Si nous éliminons l'Algérie, c'est une grosse performance. Si l'Algérie nous élimine, ça entre dans l'ordre des choses parce que l'Algérie était à l'époque plus cotée que le Sénégal et en Afrique et dans le monde. La preuve, elle était à la Coupe du Monde, elle était régulièrement qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations, alors que nous n'étions plus qualifiés depuis 1968. Alors, mes propos n'ayant pas plu au ministre, il me sort de la délégation en partance pour Los Angeles et pour ces Jeux Olympiques de 1984. Alors voilà le contentieux qui a longtemps existé entre lui et moi. Évidemment, avant sa mort, nous avons suivi lui et moi le calumet de la paix. Il m'a convoqué à son bureau, je suis arrivé. Il était absent parce qu'il avait un décès d'un de ses militants à Malicounda Serer. Il était allé au décès. Par la suite, nous nous sommes rencontrés au stade qui était en chantier. Il a fini par me dire, je vous présente mes excuses l'autre jour pour le rendez-vous manqué. Je viens de comprendre notre désaccord. Notre désaccord est que des gens m'avaient demandé de me méfier de vous. C'est ce qu'il m'a dit de vive voix. Alors, depuis, c'est vrai, il y a eu ce froid qui est resté. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai oublié, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Voilà comment aujourd'hui je lui reconnais son mérite. Parce que si le football en Afrique de l'Ouest, par les biais du Cabral, s'épanouit depuis la Gambie et la Mauritanie, là, c'est un héritage que François Bob nous a légué depuis le tournoi Cabral, qu'il avait fort bien défendu et il avait demandé son maintien pour la promotion des petits footballs côté la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone qui se sont retrouvés cette année en Coupe d'Afrique des Nations. Adrien? Oui, allô? Parce que je connais tous ces hommes dont vous avez parlé, puisqu'ils venaient à la maison s'asseoir, discuter de sport, discuter football. Donc, en retour,
quand vous viendrez, notre événement qui arrive au niveau de la Californie, vous êtes au courant, on va réavoir Oui. les Jeux en Californie, puisque la Californie a été choisie, je pense, contre Paris. Donc, venez nous voir et moi je rendrai ce que mon oncle, mes pères, les anciens n'ont pas pu vous donner. Ouais. On fera en sorte que vous soyez là, on fera en sorte que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de la Californie. Et ça, nous tiendrons parole. Vraiment, ce sera un honneur que de vous avoir ici. Je vous ai déjà dit que vous êtes les bienvenus en Californie avec madame. Parce que tout simplement, nous sommes de la même famille. C'est vrai, comme on dit en Wolof, hein, les gens mangent de la langue, mais ils peuvent pas ne pas vivre ensemble. Ils cohabitent. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre, n'est-ce pas? Donc, voilà là. Et une chose aussi qui m'a étonnée au niveau de ces matchs, le Ghana est sorti. Et pourtant, le Ghana était parmi les équipes favorites. Et ça, pour moi, ça a été une grosse surprise. Alors, votre commentaire par rapport au match avec le Ghana? Oui, il y a que le Ghana est en train d'assister à la fin d'une génération. Les Gyan Asamoah ne sont plus là. C'est tout aussi vrai que tellement juste que depuis quelques éditions de Coupe d'Afrique des Nations, ce sont les frères Ayou, les fils de Abedi Pelé, Ayou et Jordan qui faisaient figure d'anciens. Ce sont les fils d'Abedi Pelé qui faisaient figure d'anciens avec le Ghana. Et je me souviens, le dernier match, il a été expulsé, lui. Ayou, qui aime d'ailleurs bien le Sénégal, qui vient souvent au Sénégal, qui compte beaucoup d'admirateurs au Sénégal. Donc le Ghana assiste à la fin d'une génération. Si vous ne préparez pas rapidement la relève en mettant avec cette génération en fin de parcours des jeunes joueurs, eh bien, la fin de cette génération pourrait mener à un sevrage qui peut durer encore pendant quelques années. Alors, le Ghana observe à la fin d'un cycle de grands joueurs qui, aujourd'hui, ont fini de tout donner. Alors, il va falloir recommencer, alors que l'Algérie est tombée en panne, c'est tout. L'Algérie, à cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est tombée en panne. Le Ghana observe la fin d'une génération. Il faut qu'une autre revienne en place. Mais l'Algérie, elle, était tombée en panne. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous reparler d'elle. Parce que ce soir, je ne sais pas si vous êtes au courant, Adrienne, parce que ce soir, s'est tenu au Cameroun le tirage au sort des matchs barrages qualificatifs à la Coupe du Monde. Alors, oui, je suis au courant. Effectivement, je regardais les résultats et le Sénégal va affronter l'Égypte, c'est ça? Voilà, par exemple, c'était cet après-midi à 15h heure de Dakar. Nous reviendrons tout à l'heure sur les affiches qualificatives à la Coupe du Monde au Qatar. Mais pour rester avec le Ghana, c'est la fin d'une génération. D'ailleurs, le Ghana n'aura pas le temps, comme on dit, de se mettre à la marche de la haute compétition, puisqu'il va affronter le Nigeria pour les qualifications à la Coupe du Monde, match aller au Ghana, retour au Nigeria. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, le tirage au sort de ces matchs. Mais je crois que la CAF aurait pu attendre la fin de la CAN complètement, parce que là, ça devient un tout petit peu surchargé pour ces équipes qui sont en huitième de finale. Alors, presque toutes ces équipes sont en huitième de finale. C'est à croire que c'est une sélection naturelle. Égypte et Sénégal, qui doivent se rencontrer, sont en huitième de finale. Le Cameroun, qui doit rencontrer l'Algérie, l'Algérie est rentrée. Le Ghana et le Nigeria, le Ghana est rentré, le Nigeria est en huitième de finale. Le Mali et la Tunisie, qui vont se rencontrer, sont également en huitième de finale. Le Maroc qui doit rencontrer la RD Congo, le Maroc est toujours dans la course. Alors, voyez donc que, à mon avis, la CAF aurait pu attendre certainement la fin de cette CAN pour procéder au tirage. Bon, le coup est déjà parti. Si vous voulez, Adrienne, nous reparlerons de ces affiches qui se joueront au mois de mars en 2 manches. Match aller
chez l'un des adversaires. Par exemple, le Sénégal aura match aller en Égypte et match retour au Sénégal. Évidemment, ça, c'est peut-être un bon présage. Parce que quand nous allions à la Coupe du Monde de 2002, nous avions aussi rencontré l'Égypte. Mais c'était à l'époque dans une poule composée de 5 pays. Il y avait l'Égypte, il y avait l'Algérie, il y avait le Maroc, il y avait la Namibie et nous, Sénégal. C'était une poule de 5 pays. Au tout début de la poule, c'est vrai, on n'a jamais caressé l'idée d'une qualification. C'est à 2 jours de la fin qu'ils se sont dit, maintenant, nous pouvons nous qualifier, vous savez. Oui, quand on est allé au Maroc faire match nul pour gagner au retour à Dakar 1-0, les gens se sont reconcentrés sur le sujet. Voilà comment on s'était à l'époque qualifié à cette Coupe du Monde. On va retrouver l'Égypte. Évidemment, ils se souviennent, mais ce n'est pas la même Égypte aussi, parce que là, l'Égypte peut encore faire figure d'épouvantail grâce à Mohamed Salah. On y verra de plus près. Les Sénégalais sont avertis parce que l'Égypte, désormais, nous aurons les yeux rivés sur l'Égypte, qui déjà, dans ses huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, aura à affronter la Côte d'Ivoire mercredi prochain. Et puis aussi, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ce que vous dites est intéressant parce que j'ai vu justement le tirage pour les matchs de barrage. J'ai dit mais pourquoi le tirage se fait là au milieu justement des huitièmes de finale? Pourquoi est-ce qu'ils font ce tirage-là? J'étais très surpris. J'ai dit attendez, je suis en train de confondre les deux. Je confondais les deux parce que justement, ce n'était pas nécessaire de le faire maintenant. Parce que le tirage au sort n'a pas besoin que les équipes soient là. C'est définitivement, il n'est pas fait en présence des fois des équipes. Aussi, ce que je vois sur les résultats, c'est que nous avons toujours, par exemple, on appelle les pays du Maghreb, on en a 5, et dans ces pays du Maghreb, on a encore 3 équipes qui sont toujours en course, qui sont la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. Je pense qu'on a 5 pays du Nord, d'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Si on compte pas le Sahraoui, je pense que c'est pas compté comme un État, je sais pas, mais tout simplement on a encore 3 équipes qui sont là. Alors quelle est cette différence là? Et puis on parlera aussi de quelque chose d'important, c'est le terrain sur lequel les joueurs jouent. Oui. Alors je disais, vous vous êtes posé la question pourquoi ne pas attendre après la CAN? C'est juste, mais c'est parce que Adrien, le plus gros du temps, ceux qui réfléchissent pour le football et qui le dirigent en Afrique n'ont pas l'expérience de la pratique. Ils ne s'imaginent pas quelle surcharge supplémentaire ce tirage va constituer pour les équipes encore en lice. Ça peut même divertir. Ça peut même divertir parce que vous avez l'esprit sur la CAN. On vous apprend 24 heures avant votre huitième de finale que vous aurez comme adversaire de qualification à la Coupe du Monde, ou la Côte d'Ivoire, ou peut-être le Cameroun, etc., etc. Ça peut divertir. C'est pas une mauvaise chose pour les équipes déjà éliminées, que sont le Ghana et l'Algérie. C'est déjà, comme on dit, un tout autre devoir de préparation qui les appelle sur le terrain. Mais ils auraient pu attendre. Ils auraient même pu attendre carrément le jour de la finale et procéder au tirage en direct. C'est encore plus chaud. Le jour de la finale, ils procèdent au tirage au stade en direct avant le coup d'envoi de la finale ou à la mi-temps de la finale. Ils auraient pu, pour donner un tout petit peu plus d'impact à ces matchs de qualification pour Qatar 2022. Alors, ces matchs auront lieu au mois de mars. Nous sommes déjà à la fin de cette CAN. Nous serons déjà à la fin du mois de janvier. Les équipes ont simplement le mois de février pour faire le vide de la CAN. Et comme plusieurs équipes sont constituées de professionnels qui vont retourner en Europe, alors ce sera sans relâche pour ces professionnels. Et ils ont mis ça au mois de mars. Moi, je leur aurais proposé au mois de mai. Carrément, ou avril ou mai. Parce que les saisons mortes en Europe, c'est entre mai et avril. Absolument, au mois de mai. Et donc, je répète, donc pour l'Afrique du Nord, nous avons 7 pays en fait, l'Algérie, l'Égypte, la Libye,
le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et le Soudan. Et parmi ces 7 Oui. équipes, on en a encore 3 qui restent. Donc le pourcentage est quand même assez élevé, si on peut dire. Bon, c'est toujours la partie de l'Afrique, mais c'est considéré comme l'Afrique du Nord. Oui. Effectivement, dans les on a les différents, on a l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, centrale, Est et Sud. Donc par rapport à ça, moi personnellement aussi, je voulais parler de la qualité des terrains. Donc, certains se plaignent de la qualité des terrains. Et je disais la dernière fois, nous en avons parlé la dernière fois quand nous avons fait notre première émission par rapport à la qualité du terrain. Certains se plaignent sur les terrains, qu'il y a des rebonds sur les terrains qui sont pas nivelés, etc. Et vous avez parlé de l'acclimatation des équipes par rapport au terrain. Vous voulez revenir dessus, qu'on puisse expliquer un peu. Et puis ce qui s'est passé aussi, il y a eu un problème que nous avons eu avec un problème d'insécurité au niveau du Cameroun, malheureusement, par rapport aux échauffements de certaines équipes qui n'ont pas pu le faire pour des raisons d'insécurité. Je vous laisse la parole. Voilà. Alors, les terrains en Afrique sont ce qu'ils sont. Et pourtant, le Cameroun est un pays très pluvieux. Alors, si les terrains ne sont pas de bon état, c'est à se poser la question de savoir comment donc ceci est arrivé. Il y avait possibilité au Cameroun de se doter de pelouses en bon état. Hélas, ce n'est pas le cas. Tous les joueurs ont eu à se plaindre de l'état piteux des terrains au Cameroun. Ensuite, la canicule sous la haute chaleur. C'est à se poser la question de savoir, mais pourquoi les matchs à 13h, à 13h heure, à 14h heure du Cameroun, 13h à Dakar. Parce que même au Cameroun, à 14h, il fait chaud. Et là où il y a injustice, c'est que tout le monde n'a pas joué à cette heure. J'ai entendu Belbadi, l'entraîneur du Cameroun, lever même la voix comme pour défendre le Sénégal, parce que lui disait, nous avons joué une fois à 13h, mais il y a d'autres pays qui vont jouer il y a d'autres pays qui vont jouer ces pays-là, il y a d'autres pays qui vont jouer 2 fois à 13h heure du Cameroun, 14h à Dakar, là où il y en a qui n'ont jamais joué sous le soleil. Le Cameroun, il est chez lui. Le Cameroun n'a jamais joué sous le soleil. C'est à croire que le Cameroun jette ses potentiels adversaires de la finale pour les liquéfier au soleil. Comme ça, ils arrivent en finale diminuée. Bon, c'est à croire, parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Les uns jouent sous le soleil, les autres pas du tout. Et au rythme d'un match, tous les 3 jours, se régénérer, se donner un peu de fraîcheur musculaire devient difficile. C'est peut-être le cas du Sénégal. En tout cas, on a remarqué que le Sénégal avait été moins mauvais à 16h qu'à 14h. À 16h, pour y rencontrer l'autre soir le Malawi, il avait été dominateur. On a senti les joueurs souffrir moins de la chaleur. Et ça compte, le fait de jouer ou sous le soleil ou comme on dit, sous la lumière le soir, ça a son importance. Voilà d'ailleurs pourquoi quand des observateurs s'interrogent en disant nos professionnels, ils sont très bons dans le championnat européen. Quand ils arrivent, eh bien, ils ne sont que l'ombre de même. Mais je dis, quand ils jouent en Europe, il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés, ils ont froid. Ils jouent même avec des gants. Quand ils arrivent en Afrique, sous 34 degrés, ils ont envie de jouer torse nu. Ce n'est pas la même chose. Même ceux qui sont restés sur les gradins à l'ombre, eh bien, souffrent de la chaleur. Donc, ce n'est pas la même chose. J'ai même eu à dire à quelqu'un, l'équipe championne du monde n'aurait pas gagné la CAN sous cette température. L'équipe championne du monde, qu'elle vienne d'Amérique du Sud ou d'Europe. Parce que jusqu'ici, seuls 2 continents ont gagné la Coupe du Monde après 21 éditions. Si ce n'est pas l'Europe, c'est l'Amérique du Sud. D'ailleurs, c'est l'Europe qui compte. Une victoire de plus parce que nous sommes à 21 éditions. L'Europe l'a gagné 11 fois, l'Amérique du Sud 10 fois. Alors, si vous invitez l'équipe championne du monde à la CAN, elle ne gagnera pas la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il faut savoir souffrir d'abord pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Souffrir sur les mauvais terrains et sous la canicule.
Et je suis absolument d'accord avec vous. Effectivement, nous avions remarqué ça. Nous avions aussi, parce que nous savons, vous savez, les stades ont des lumières, ont des lumières bien disposées pour que les matchs puissent se suivre sans pour autant qu'il y ait des zones d'ombre. Et effectivement, d'ailleurs, il y a des matchs qui se jouent tôt le matin, il y a des possibilités de le faire. Et même tard le soir, c'est encore mieux puisque les populations peuvent aussi participer. Parce que vous avez vu les stades, ils sont quasi vides. Parce qu'il fait trop chaud. Certains matchs ne sont pas vus parce qu'il fait trop chaud. Et les gens travaillent aussi. Donc, plus intéressant en stratégie d'amener les matchs les après-midi et le soir plutôt que le matin. Mais aussi, j'ai vu une chose que je trouvais, moi, en tant que analyste, d'une certaine façon, quelqu'un qui a grandi dans le football, on a eu des matchs où il y a eu des arbitres de la même nationalité, 3 arbitres de la même nationalité sur le terrain. Alors, que pensez-vous de ça? Je connais l'impartialité, mais je sais aussi que cela peut porter préjudice aux équipes. Oui, mais souvent, pour des raisons de communication, ils les gardent, parce que la communication devient plus facile. Quand vous êtes du même pays, la complicité s'installe plus facilement, parce que vous vous connaissiez avant de vous retrouver à ce haut niveau. Mais c'est vrai que garder des arbitres du même pays, ça peut paraître un tout petit peu déséquilibré pour l'adversaire. Déséquilibré parce que le juge central peut ne pas appartenir au même pays que ses assistants. C'est d'ailleurs mieux ainsi, 2 assistants du même pays et un arbitre central qui n'est pas du même pays que ses assistants. C'est mieux. Mais vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a presque tout à faire à la Confédération africaine de football. Tenez, aujourd'hui, le président Motsepe a fait une déclaration maladroite. Motsepe de l'Afrique du Sud, il a fait une déclaration maladroite après le tirage. Qu'est-ce qu'il dit? Non, sinon, après l'élimination de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Algériens, après l'élimination de l'équipe d'Algérie, Motsepe, président de la CAF, dit aux Algériens, je vous donne rendez-vous au Qatar. Je vous donne rendez-vous au Qatar. Lui, le président de la Confédération africaine de football, comme s'il souhaitait une qualification algérienne devant le Cameroun. Et les Camerounais sont très perspicaces. Et ça, ils peuvent l'utiliser contre lui. Ils peuvent dire à Motsepe, vous souhaitez notre défaite face à l'Algérie quand vous donnez rendez-vous à l'Algérie à la prochaine coupe du Monde au Qatar. Alors là, vous souhaitez notre défaite. Ça ouvre la polémique. C'est maladroit. Il ne le dit pas méchamment, mais peut-être c'était un mot pour remonter le moral aux Algériens, champions d'Afrique en titre, qui ne vont même pas au 2e tour. Mais c'est maladroit de sa part. C'est parce qu'il n'a pas la culture de la pratique. Joseph-Antoine Bell, le Camerounais, le disait, lui qui disait, un jour, pour être président de club, il faut être issu de la pratique, de la discipline, venir de la pratique. C'est à ce moment que l'on peut réfléchir pour sa propre discipline. Pour être président d'une confédération africaine de football, il faut peut-être avoir été un jour acteur dans une phase finale de Coupe d'Afrique, comme les Régions Mila, comme les Rabat Madjer, comme les Maliens Salif Keita Domingo, comme l'Égyptien Ahmed Mohamed, et tant d'autres qui ont milité. Il est temps que le football revienne aux footballeurs. Alors, si le football revient aux footballeurs dès l'administration, il y a des chances que nous ne vivions plus de tels dérapages. Et quand ça vient des têtes pensantes, il y a, comme on dit, à s'interroger sur l'avenir de cette discipline que nous aimons tant. Mais écoutez, chers confrères, chers frères, moi je suis toujours passionnée par votre discours, par tout ce que vous dites et ce que vous nous apprenez. Alors, pronostic aujourd'hui, parce que on sait que les Sénégalais, moi je vais pas parler de la fédération de football du Sénégal ici, ce serait peut-être, les gens vont peut-être dire, oh là là, c'est la fille d'eux. Mais comme on disait la dernière fois, le côté encouragement, la motivation, le message de motivation
qu'on doit donner à nos lions pour leur dire, écoutez, vous pouvez le gagner, vous pouvez gagner. Moi, j'aime bien cette force qu'on a au niveau du sport, au niveau, comme on dit ici la niaque, on a la niaque, on a go-getter, ça veut dire vous allez chercher cette victoire, quel que soit alpha, et c'est particulier des sportifs. Particulier des entraîneurs qui ont fait du sport, en fait. Quel est votre pronostic sur l'équipe du Sénégal et aussi votre pronostic sur les prochains matchs et qui pensez-vous, je sais que c'est difficile, qui pensez-vous que sera en quart de finale, en demi-finale? Alors, quart de finale et demi-finale. Oui, alors c'est toujours difficile de pronostiquer parce que dans le contexte camerounais, le talent ne suffit plus. Dans le contexte camerounais. Je me souviens des Sénégalais de 2002, les El Hadji Diouf, Ferdinand Coly, les Henri Camara, qui disaient « Nous sortons de la CAN quand ils ont fini de perdre la finale au tir au but contre le Cameroun à Bamako. » Il dit, Henri Camara, nous sortons de la CAN, nous allons à la Coupe du Monde. Est-ce que vous savez que jouer à la Coupe du Monde est plus facile que jouer à la CAN? Parce qu'à la Coupe du Monde, le talent peut vous mener loin. À la CAN, il faut savoir se battre. D'abord, si vous ne vous battez pas, vous ne mettez pas en exergue vos qualités de footballeur. Et c'est ça à quoi nous assistons. Le drame du Sénégalais, il veut tout avoir dans la facilité consentie. Les Sénégalais veulent gagner dans la facilité consentie. C'est vrai que la technique peut servir à rendre facile la tâche, mais ce n'est pas suffisant. J'ai eu un entraîneur du nom de Amadou Seydou Zen. Celui-là, c'est le premier capitaine de la sélection du Sénégal. Il était même le premier capitaine de la Fédération du Mali, parce que le Soudan français et nous sommes allés, souvenez-vous, au jeu de la communauté en 60 sous la bannière de la Fédération du Mali. Celui-là, il s'appelait Amadou Seydou Zen. Pourquoi Douzen? Il avait marqué 12 buts dans un match de football. Depuis, on l'a appelé Douzen. C'était avant les indépendances. Alors, c'était mon entraîneur à la Saint-Louisienne. La Saint-Louisienne, c'est l'ancêtre de la Linguère. Avec lui, il nous arrivait de tenir une bonne séance de réunion à la place de la séance d'entraînement. Parce qu'il y a des moments où la réunion vaut mieux que l'entraînement. Parce que l'entraînement, il fait le corps, mais la réunion fait la tête. Vous avez beau être en forme, si dans votre tête, les idées ne sont pas en bonne place, vous ne vous exprimez pas. Alors, l'équipe du Sénégal a besoin, comme on dit, d'échanger. À Aliou Cissé, j'aurais dit, si vous connaissez le basket, une équipe de basket sans playmaker ne tourne pas. Vous avez beau avoir de grands pivots. Si vous n'avez pas des playmakers, les playmakers, ce sont ceux qui remontent les balles depuis la ligne de fond et qui font des passes au pivot. L'équipe du Sénégal est sevrée de cet homme. Parce qu'Aliou Cissé, on le lui a dit, depuis plusieurs matchs, ils mettaient ensemble une ligne dans laquelle les joueurs ne sont pas complémentaires. Ce sont presque tous des milieux de terrain à vocation défensive. Voilà comment nos attaquants n'ont pas de bons ballons pour aller au but. Parce que l'attaquant est tributaire du collectif depuis la défense jusqu'à la ligne intermédiaire. Et comme notre milieu de terrain n'est pas inventif, le meilleur de notre milieu, c'est Idrissa Gana Gueye. Au Paris Saint-Germain, il est récupérateur. Récupérateur, c'est d'abord une attitude défensive. Et quand vous avez fini de récupérer, vous donnez le ballon à ceux qui incitent l'attaque sur le plan offensif. Alors, Idrissa Gana Gueye est un récupérateur au PSG. Il ne peut pas distribuer des balles d'attaque pour nos attaquants. Sadio Mané, il est vrai, il lui arrive d'aller chercher le ballon et de chercher lui-même à se faufiler dans la défense adverse. Notre milieu n'est pas créatif. C'est là où Aliou Cissé bat de l'aile. Il l'a souvent entendu
on a besoin de... L'autre jour, quand Pape Gueye est entré de l'Olympique de Marseille pour ses débuts en équipe nationale, il y a eu un léger bien. Évidemment, de ce côté, celui qui aurait pu nous rendre de grands services, c'est Pape Matar Sarr, que vous n'avez pas encore vu. Il est arrivé Covidé. En ce moment, il avance avec une cheville endolorie qui n'est pas complètement rétablie. Mais à ce niveau, nous pêchons. Nous ressemblons à une équipe de basket qui n'a pas de playmaker. L'équipe du Sénégal. Et ce qui prouve ça d'ailleurs, Adrien, c'est qu'après le premier tour, les statisticiens sont revenus pour nous dire, est-ce que vous savez que l'équipe du Sénégal est la deuxième la plus possessive? Qu'est-ce à dire? L'équipe du Sénégal est la deuxième équipe qui a réussi à garder le ballon le plus longtemps entre ses jambes. Mais pendant tout ce temps, elle cherche le passage. Parce que, comme il n'y a pas ce jeu inventif, ils perdent beaucoup de temps à chercher la voie qui mène au but. Alors, c'est à ce niveau que nous pêchons. Les pronostics, maintenant, ça dépendra de la vérité du jour. Parce que maintenant, dans cette CAN, il n'y a pas de vérité absolue. Adrien, si vous me posez la question de savoir quelle est l'équipe qui m'a laissé la plus forte impression, elles sont deux et l'une n'est plus là. C'est la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Côte d'Ivoire-Algérie, je fais un pari de dire que ce sera le meilleur match de cette CAN. On ne peut pas jouer au-dessus de ce que nous avons vu au soir de Algérie-Côte d'Ivoire. L'Algérie est tombée en panne en plein tournoi, mais les vertus étaient là. Elle est restée une grande équipe. Ma préférence est encore le style algérien qui n'a pas payé parce que l'équipe est tombée en panne pendant la CAN, mais que la Côte d'Ivoire avait été gaillarde et très nette. Ces valeurs qui ont empêché l'équipe d'Algérie de développer son jeu, nous ne l'avons pas, nous Sénégalais. Nous résignons à ce football musclé, à ce football de rage, à ce football dans lequel vous vous battez d'abord pour la conquête du ballon avant de pouvoir faire une bonne utilisation du ballon. Ce n'est pas notre style. Voilà, nous sommes des Sahéliens et nous chercherons à aller de l'avant techniquement en faisant confiance, comme on dit, à notre technique et à notre subtilité, à bien négocier les adversaires, comme on dit, qui physiquement et athlétiquement sont plus forts que nous. Voilà comment on va avancer dans cette CAN. Si nous passons les huitièmes de finale, nous aurons le vainqueur en quart de Mali-Guinée équatoriale. Si nous passons devant le Cap-Vert, nous aurons le vainqueur de Mali-Guinée équatoriale. Et si nous passons les quarts, on pourrait avoir le Nigeria en demi-finale. Mais passons d'abord les huitièmes et les quarts. Si nous avons le Nigeria, qui fait forte impression, on devrait pouvoir le négocier. Alors, pronostiquer, ce serait un tout petit peu risqué. Parce que, prendre des risques. Parce que le Ghana et l'Algérie ont mené tout le monde à une position beaucoup plus mesurée, beaucoup plus prudente, tout comme les Comores. Voilà, Comores et Algérie, si vous les croisez, Gambie et Ghana, si vous les croisez, vous comprenez que le football a fini de se mondialiser et qu'il n'y a plus de petits pays de football. Absolument, et je suis absolument d'accord avec vous. Ça se voit, en fait, ça ressemble, comme je disais, à la gazelle et à l'étalon qui joue un match de foot. Et nous sommes plutôt dans la finesse de la danseuse, de la ballerine de danse classique. Exact. Alors qu'aujourd'hui, il faut aller dans le hip-hop pour pouvoir pousser comme un étalon et puis prendre des risques et définitivement jouer un football aussi musclé. Il faut faire les deux. Il faut la stratégie. Tous ces joueurs-là, toutes ces équipes qui gagnent ont un football musclé. Et c'est vrai qu'on a l'art. Adrien, ce que vous dites est tellement juste. Quand on joue Alassane Ndiaye à nous, il faut qu'on prenne du muscle aussi pour pouvoir tacler ces équipes qui viennent avec un certain conditionnement physique. C'est vrai que nous sommes rapides. La rapidité joue, mais aussi, c'est comme dans le rugby. Vous avez les défenseurs, vous avez les attaquants, et on devrait pouvoir travailler de la même façon avec l'équipe du Sénégal.
Monsieur Diaoumlaï, grand frère, je vous remercie vraiment pour cette portion. On vous réinvitera si vous êtes là parce que c'est tellement palpitant et passionnant. On va vous passer au dernier mot, si vous pouvez nous dire quelque chose pour finir, pour encourager aussi les jeunes Sénégalais à continuer à supporter l'équipe du Sénégal, parce que quand je lis les réseaux sociaux, ils sont absolument découragés. Je leur dis, ce n'est jamais la fin. Il y a toujours quelque chose qui peut faire tourner les choses. Oui, alors, aux Sénégalais des États-Unis, je dis merci de leur soutien que nous recevons régulièrement. De l'extérieur, on vit, comme on dit, la compétition autrement. C'est tout aussi vrai que nous aurons besoin de vos prières. Et au niveau où vous êtes, c'est vrai, votre fierté, c'est de voir l'Afrique de l'Ouest briller, la Guinée, parce que la colonie ouest-africaine est très forte aux États-Unis, entre la Guinée, le Mali et le Sénégal, et même la Gambie. Et les Gambiens qui ont des raisons d'être fiers de leur équipe, qui prend part à sa première Coupe d'Afrique des Nations et qui passe le premier tour. Et pour passer le premier tour, la Gambie, dans sa poule de qualification, n'a pas essuyé de revers. Alors, pas du tout. Nous avons été admiratifs avec ces Gambiens. Je le rappelais tout à l'heure, qui ont battu la Mauritanie lors de la première journée, qui ont fait match nul avec le Mali, qui est un vieux football, parce que je rappelais l'autre jour que chez les Maliens, c'est un pèlerinage, parce que le Mali a joué au Cameroun. La finale de 1972, c'était il y a 50 ans. Il s'appelait alors Salif Keita Domingo, Fanta Madi Keita, Fanta Madi Diallo, Nani, Ousmane Traoré. On n'a pas oublié, parce que c'était nos voisins du Mali. Alors, c'est cette Gambie-là qui faisait figure de Cendrillon ou de Petit Poussé, qui a fait échec à l'équipe du Mali 1-1, avant de battre lors de la dernière journée la Tunisie mondialiste, la Tunisie qui a été championne d'Afrique. Voyez, des faits qui étaient la thèse selon laquelle le football a fini aujourd'hui d'être mondialisé et qu'il n'y a vraiment plus de petits pays de football. Alors, pour notre cher Sénégal, c'est une équipe qui a besoin davantage de discours que d'autres choses. Moi, je leur aurais dit, acceptez de souffrir. La souffrance n'est pas faite pour qu'on succombe face à elle, mais qu'on la brave pour en faire une amie, cette souffrance. Acceptez de souffrir. Si les Sénégalais acceptent de souffrir, ils peuvent déplacer des montagnes. Évidemment, vous me direz qu'il faut être niaque pour déplacer une montagne, mais si vous êtes assez altruiste, voilà, vous pouvez déplacer ou faire déplacer une montagne. Aux Sénégalais de trouver la parade intelligente à leur manque. Ils ne sont pas niaques, ils n'affichent pas des muscles, mais ils ont la chance d'être doués techniquement et le cœur bien en place, en pensant aux 16 millions de Sénégalais qui rêvent de voir le Sénégal sacré une fois après 16 participations. Alors ils peuvent se donner des forces qui mèneront, pourquoi pas, au sacre. Macky Sall le disait, il y en a assez de jouer la finale. On a joué 2 finales. Maintenant, ce que nous voulons, la coupe. Alors, pour gagner cette coupe, il faut s'investir de d'autres grands rôles, c'est-à-dire gagner cette Coupe du Sénégal pour le peuple sénégalais et pour les féris de football et pour ces anciens qui se sont essayés, parmi lesquels ton père Adrien Diagne, qui a été entraîneur national, Adrien. Ton père Adrien Diagne, si vous êtes auditeur de notre radio, sachez que son père Adrien Diagne a été entraîneur national, entraîneur de l'équipe du Sénégal, de la sélection du Sénégal de football des années 50. Alors le jour où on gagnera cette Coupe du Sénégal, votre père Adrien Diagne viendra sur la liste de tant de Sénégalais qui ont travaillé pour un jour comme celui-là. Avec lui, Urbain Diagne, son frère, ton oncle. Avec lui, Urbain qui était de l'encadrement de 63. Avec lui, Abdoulaye Thiam. Avec lui, Raoul Diagne, le fils de Blaise Diagne, qui était le premier entraîneur national. Et tant d'autres Sénégalais qui ont tant travaillé pour un jour comme celui-là. Alors, nous rêvons de voir ce jour-là nous rattraper le 6 février prochain au Cameroun.
Et merci beaucoup, grand frère. Vous m'avez donné les larmes aux yeux parce qu'effectivement, tout cela, ce que vous dites, vous l'avez vécu en personne. Moi, ça a été toute ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui et je m'en souviens. Je me souviens très bien de ces équipes-là, de vous, de toutes ces personnes qui ont joué pour le Sénégal et qui avaient ce bagou, cette envie, qui n'avaient pas ce complexe. C'est pour ça qu'on dit l'agnac, c'est-à-dire la puissance, l'énergie, l'envie de vaincre. Et rien ne pouvait, moi je suis comme ça, rien ne peut nous faire baisser les bras. On tombe, on se relève, mais on essaie d'aller plus haut à chaque fois. C'est ça la vie, c'est ça l'expérience, c'est ça la leçon de vie. Savoir tomber, se relever et reprendre confiance, quel que soit Alpha, et ne pas se laisser décourager par les mots des autres. J'espère que l'équipe du Sénégal écoute. J'espère que les gens sur les réseaux nous écoutent et pourront poser des questions. On vous retrouve sûrement dans 2 semaines. J'aimerais bien revenir sur ces matchs si vous nous en donnez si vous nous donnez la permission et voir comment on peut engager plus avec vous. Peut-être en vous donnant une audience plus sur nos chaînes si vous espérez le faire. Vous êtes le bienvenu sur notre radio à quel que soit le moment que vous choisirez. Merci encore. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir, Adrienne. Jeniande bayoti mayo kumbale mo ganduni ajario ganduni megelo ambayo chumali kezompe yo jeniande papnun ke ngoda yizompe yo gandunu okorwa tu bayo merkati monono ganduni jabel bayo yimbil de katemeno ganduni tabungon bayo ndana dotu pano jeni andi ndana dotu pano korvatu yo o korvatu bayo ndare jini ramo korvatu bay komi bay papa bayo tabayo iye jaario ganuni Maro merkati monono marvatu yo la garamaro la garangwazano tavatu yo watu maro bia doyay moy marvatu yo watu mara moyo merkati yo tayayo ya go bayon vachirul jeno. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes là aujourd'hui encore sur la deuxième partie de notre émission. Aujourd'hui, nous avons voulu inclure 2 Sénégalais. Donc, nous avons fini avec notre cher frère Laïdiao. Mais vous savez que demain, nous avons les élections au niveau du Sénégal. C'est un fait important. Définitivement, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans le pays. Mais nous avons invité Monsieur Abou, qui est un de nos collègues. Alors, Monsieur Aboumbaye, qui est un écrivain et qui est aussi quelqu'un de la société civile, qui peut nous donner le pouls de ce qui se passe au niveau du Sénégal aujourd'hui. Nous allons lui laisser la parole. Monsieur Mbaye, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir par rapport au Sénégal. Nous sommes encore sur snooker.fm à partir de Los Angeles. Notre programme, les quêtes, la caisse de résonance africaine. Monsieur Mbaye. Monsieur Mbaye, est-ce que vous nous entendez?
Monsieur Mbaye, est-ce que vous êtes à l'écoute en ce moment? Entendre notre cher confrère Laïdiaou parler par rapport au football, à ce qui se passe, les matchs qui arriveront à partir de demain dimanche. Et aujourd'hui, nous avons aussi invité sur notre radio l'ECET, la Caisse de résonance africaine, un homme qui est de la société civile au niveau du Sénégal, Monsieur Aboumbaye, qui est aussi un écrivain sénégalais et qui aujourd'hui est sur le plateau. Alors, Monsieur Mbaye, bienvenue sur l'ECET, notre caisse de résonance africaine à partir de Los Angeles. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites en ce moment. Merci, Monsieur Mbaye. Voilà, bonsoir Madame Diagne. Donc, je voudrais remercier tous les Sénégalais vraiment vivant à Los Angeles et vivant aussi aux États-Unis. Voilà, donc je me nomme Aboumbaye, je suis homme politique, donc, écrivain, professeur en technique d'expression. Monsieur Mbaye, si je vois bien votre profil, vous êtes aussi écrivain et vous avez écrit un livre assez intéressant qui s'appelle Le long chemin d'un combat. Et c'est de ça que j'aimerais parler parce que vous avez été invité par rapport à des compétitions. En ce moment, vous êtes parmi les personnes au Sénégal qui sont assez influents au niveau de la jeunesse. Alors, j'aimerais que vous nous parliez des deux choses, de votre livre et aussi de votre influence par rapport à la jeunesse sénégalaise. Voilà, je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer aux Sénégalais vivant aux États-Unis et dans la diaspora américaine. Maintenant, si je reviens sur le long chemin d'un combattant, ça retrace l'histoire ou bien le parcours d'un jeune donc, qui est né dans la banlieue, qui a fait ses études difficilement, mais qui n'a pas pu vraiment obtenir un emploi. Et ce jeune-là, quand il a obtenu son baccalauréat, sa mère croyait que toutes ses peines vraiment allaient s'effacer ou bien s'arrêter. Voilà. Maintenant, on a vu après son baccalauréat, à l'entrée de l'université, il y a le système universitaire, donc qui est une barrière vraiment pour beaucoup de jeunes pour pouvoir avancer ou bien vraiment de réussir, obtenir leurs objectifs, c'est-à-dire obtenir un diplôme. Voilà. Maintenant, on a vu aussi, au-delà du système universitaire, il y a le système politique, donc qui fait beaucoup de victimes. Voilà, donc qui crée une nouvelle bourgeoisie. Et cette bourgeoisie-là est née vraiment sur, si je peux m'exprimer ainsi, le détournement des deniers publics, la corruption, la complaisance et vraiment la politique politicienne, la courtisanerie. Donc tout ça, vraiment, va quand même montrer que le système sénégalais ne peut pas vraiment faire avancer les choses et
constitue un handicap pour beaucoup de jeunes qui avaient vraiment un avenir ou bien qui avaient une vocation à servir leur pays et qui se battaient pour avoir le diplôme et ensuite pour pouvoir vraiment avoir ne serait-ce un emploi décent pour entretenir leur famille et leurs parents. Et d'une manière générale, quand même, c'est les grandes lignes que j'ai traitées dans ce roman, Le long chemin d'un combattant. Mais aussi, la polygamie. Oui, la polygamie qui fait des victimes aussi. Pourquoi? Parce que celui qui a 2 femmes, et vraiment, il a de nombreux enfants avec un salaire aussi maigre, ne peut pas entretenir tous ces enfants-là. Et sous ces enfants-là, leur chance de réussite dans les écoles est tellement minime parce que aussi, l'on sait que vraiment, pour que les enfants puissent réussir, il faut les inscrire dans de bonnes écoles. Il y a des fournitures, il y a une assistance éducative. Et si on n'a pas tous ces moyens-là, vraiment, les chances de réussir pour ces enfants-là restent très, très minimes. Donc, d'une manière générale, c'est ça qu'on a traité vraiment dans le long chemin d'un combattant. Mais c'est extraordinaire, je le lirai d'ailleurs. J'ai lu des extraits de votre livre. Et donc, l'histoire se passe définitivement, oui, vous avez dit, au niveau du Sénégal. Votre livre a été soumis à plusieurs prix. Alors, parlez-moi de ces prix que votre livre a reçu et pourquoi d'ailleurs il a été choisi pour représenter le Sénégal. Voilà. Oui, d'abord, le nom est frappant et captivant, Le long chemin de... Donc, c'est captivant. Mais je me suis inspiré quand même de la vie d'un individu. Donc, de la naissance jusqu'à la mort, c'est un long chemin qu'il faut se battre. Donc, quand même, dans lequel il faut se battre contre la vie, contre les mauvaises habitudes, contre la maladie, parfois contre la conscience collective, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, contre les rumeurs, les préjugés et le long chemin d'un combattant, comme je l'ai inspiré, donc maintenant, ça retrace quand même cet enfant-là qui est né, qui a très tôt perdu son père, mais il a compris que s'il ne se bat pas, il n'ira pas loin. Il a très tôt compris. Donc, Abdou a très tôt compris ça. Mais il se bat, et vous avez vu, si vous avez eu à parcourir ce roman-là, vous allez comprendre que ce jeune-là, vraiment, a surmonté beaucoup d'épreuves avec sa mère. Voilà, donc avec l'hypocrisie de la société sénégalaise, sa mère, quand... voilà, l'hypocrisie de la société sénégalaise. Donc, tu aides des gens, mais quand tu te trouves donc sur le mauvais côté, ils te tournent le dos. Et surtout, le soro-là, comme on le dit, la femme n'est pas un objet qu'on doit transmettre d'un homme à un autre. Moi, je ne suis pas d'accord de ça. C'est pas que vraiment mon frère, je sais pas, j'ai perdu mon frère. Mon frère a des enfants, donc je dois prendre sa femme comme épouse et vraiment éduquer ces enfants-là. On n'a pas besoin de reprendre cette femme-là pour éduquer les enfants. Mais même à distance, on peut le faire et veiller à ces enfants-là parce que si quand même, on les considère comme nos propres enfants, on n'a pas besoin vraiment. Et c'est tellement moche aussi, une femme, en fait, qui était l'épouse de ton frère et toi, excusez-moi du terme, tu viens vraiment faire la même chose que faisait ton frère. Et ça aussi, c'est des choses que je ne cautionne pas sur la société sénégalaise. Mais alors, c'est intéressant ce que vous me dites parce que en fait, ce sont des pratiques qui sont encore là. Et moi, j'ai l'impression des fois, donc quand je vois notre société, que nous régressons. Mais ce côté-là qu'on n'aborde pas souvent au Sénégal, malheureusement, c'est le côté psychologique et le côté abusif qu'on a vis-à-vis des veuves, vis-à-vis des enfants de ces veuves et vis-à-vis des garçons qui ont perdu leur père. C'est comme s'ils étaient, pardon, à un niveau
niveau, ils arrivaient à un niveau inférieur par rapport au reste de la famille, comme s'ils sont considérés comme des, moi j'appelle ça des Sénégalais de deuxième catégorie. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Oui, mais absolument, absolument. Moi, je ne suis pas d'accord. Et aussi, il y a un œil qu'on les voit, c'est-à-dire que même que si tu es orphelin, c'est comme si tu es, excusez-moi du terme, tu es sénégalais de second degré, comme tu viens de le dire. Et surtout ces veuves-là, c'est comme si ces veuves-là n'ont plus, c'est-à-dire que on les considère, excusez-moi du terme, comme des produits de second degré. On les relègue au second plan. Mais pourquoi ça? La femme, ça reste la femme, même si elle a 3 maris. La femme, elle reste la femme. La femme, elle a ses vertus et elle a sa place dans la société. Donc, elle est supérieure à l'homme. Moi, c'est pourquoi, même dans ma politique, je mets en avant la femme et qui sont même aussi, qui sont plus nombreuses de mes militantes et qui me soutiennent. Elles sont plus fidèles, elles sont plus sincères. Donc, quand elles te disent oui, c'est oui. Quand elles te disent non, c'est non. Mais un homme peut dire oui et faire le contraire. Voilà, nous qui faisons la politique, donc nous savons très bien la place de la femme dans la société. Maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? C'est non pratique. C'est-à-dire que quand même mettre en avant l'homme au détriment de la femme, donc, moi je ne cautionne pas ça. Une société doit quand même évoluer sur quand même l'ordre de mérite, sur la base de l'ordre de mérite. Une société qui évolue doit le faire sur la base de l'ordre de mérite. On ne sait pas, on ne doit pas vraiment considérer la femme comme étant inférieure à l'homme. Non, mais si cette femme-là a plus de capacité intellectuelle, là, il faut le mettre devant. Voilà, donc tout ça, c'est des interrogations que nous devons faire dans la société sénégalaise et aussi pour avancer aussi. Parce qu'on a vu que même ce serait même un intérêt pour un impact sur le développement. Parce que quand vous avez l'habitude, si vous avez l'occasion d'être dans les écoles, vous voyez que les filles sont toujours devant. Moi qui suis passé dans l'enseignement, dans le collège, dans le moyen secondaire et le lycée, en fait, toutes mes dernières classes, c'est des filles qui sont devant. Et aussi, la majorité de la société sénégalaise est constituée de femmes. Maintenant, il faut valoriser les femmes si on veut atteindre l'émergence, comme le chante notre président de la République. Maintenant, on voit que vraiment notre vision quand même, n'est pas si adaptée quand même à la réalité. Voilà, à la réalité de notre situation actuelle. Donc, si nous voulons quand même mener le Sénégal sur de bons rails, il faut traiter tous les citoyens vraiment quand même du même traitement, de la même manière, pour pouvoir les donner les mêmes chances. Voilà. Mais on a vu que vraiment il y a toujours des pratiques, surtout parfois on interroge la religion pour tout simplement satisfaire nos besoins ou bien nos objectifs. Et parfois, c'est pourquoi moi j'ai pointé du doigt accusateur à la société sénégalaise et à l'occurrence l'hypocrisie de la société sénégalaise. Je vous rejoins aussi sur ça, sur ce que vous dites, parce que bon, dans mon cursus, effectivement, je travaille avec des femmes, je travaille avec des jeunes filles. En fait, je soutiens personnellement une école qui se trouve vers Podor, Matam, etc. Non, plutôt vers Matam, je suis désolée. Et ce que j'ai vu, c'est que quand je parle au maître d'école, je rends hommage aussi à Mikaba, qui est un de mes traducteurs de Wolof sur Los Angeles, bien qu'il soit au Sénégal, qui a une classe de 70 élèves, et il y a 53, parmi les 70 élèves, il y a 53 filles. Ce qui veut dire que par rapport à ces 53 filles, 53 petites filles, ce sont des têtes. Malheureusement, avant qu'elles ne finissent leur cursus scolaire, elles vont se retrouver donc
dans des situations où elles seront, comme on dit ici, on dit drop, où elles vont laisser l'école pour des raisons familiales. 70% des jeunes filles au niveau des régions laissent l'école, soit parce qu'on les marie de force, soit aussi parce que elles doivent s'occuper des tâches ménagères et de leurs frères et sœurs, soit parce que certains aussi, malheureusement, tombent enceintes pour des raisons que nous savons, puisqu'il y a ces violences contre la femme qui sont faites et qu'on passe sous silence. Alors, on sait personnellement que quand une femme travaille, elle donne 70% de son salaire, de son avoir, pour gérer sa famille. Et une femme retourne 3 fois ce qu'elle reçoit. Malheureusement, ce que les hommes font, ils retournent même pas 1,5%, même pas 0,5% de ce qu'ils reçoivent. Donc 70% par rapport aux femmes. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous prônez par rapport à la société sénégalaise? Puisqu'il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on change nos façons de voir, nos façons de gérer les femmes qui sont souvent, comme je dis, secrétaire. Je ne dis rien, c'est pas parce que le secrétariat est mauvais. J'appelle ça les tatukat et les togkat quand il y a des réunions politiques. Elles sont jamais mises en avant. Je regarde tous les candidats, elles sont jamais vraiment mises en avant. Elles ont décidé de le faire. Alors, par rapport à tout ça, tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Mbaye? Voilà, mais quand même, j'invite d'abord les acteurs politiques à prendre bras du corps ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils soient sincères, parce que tous les acteurs politiques ou bien tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas eu vraiment de courage pour régler ce problème-là. Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, le poids de la société. Monsieur Mbaye, vous m'entendez? Oui, je disais que donc tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas eu de courage pour régler ce problème-là, n'est-ce pas? Maintenant, ils se sont tout simplement quand même continués à faire les mêmes pratiques. Donc, parce que, je vous dis une chose, parce que aussi, il y a le poids des chefs religieux qui dictent le roi parfois. C'est pourquoi on a besoin vraiment d'un homme d'État ou bien d'un chef d'État assez courageux qui met en exergue vraiment l'intérêt général, vraiment qui ne sait pas de faire la politique politicienne pour se maintenir au pouvoir ou bien pour avoir un autre mandat. Maintenant, pour en revenir sur la marginalisation des femmes, c'est-à-dire que c'est quand même, d'abord, c'est dans les maisons. C'est dans les maisons. Tu as vu? On voit que la petite fille est toujours reléguée au second plan. Au même moment où l'enfant ou bien le garçon est en train de réviser, donc on l'appelle pour, je ne sais pas, faire la lessive, laver les vaisselles, etc., etc. Et à cet âge-là, elle ne doit pas faire ça. Elle doit étudier. Donc, ces chances-là, en fait, les chances ne sont pas égalisées entre elle et le garçon, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, quand tu dis que cet enfant-là, parce que moi, ça m'arrive parfois, doit apprendre ses leçons, on dit oui, elle doit aussi apprendre à cuisiner, à faire les trucs de femme. Tout à fait. On est au 21e siècle. Absolument. On est au 20e siècle. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, vous le savez mieux que moi, ce qu'on appelle le fast-food. Le fast-food, c'est quoi? C'est manger rapidement. Et la parité. Tu peux même acheter ton repas et le manger en chemin, dans la voiture ou bien... Bon. Mais ça veut dire qu'on est dans un monde de vitesse. Donc la femme, en fait, son destin n'est plus d'être toujours à cuisiner, à faire la vaisselle. Mais on doit l'encadrer. C'est pourquoi moi, quand je vois une petite fille qui est intelligente, j'essaie de l'encadrer à distance. J'essaie d'encourager ses parents à la laisser à l'école et vraiment de l'assister.
idem pour les garçons. Parce que ce que j'ai dit, moi j'ai une vision, mais ma vision, la femme en fait partie ou bien occupe une place maîtresse dans ma vision. Parce que, comme l'adage le dit, une bonne femme fait une bonne société. Donc, si nous parvenons quand même à bien éduquer les filles, donc d'ici peu de temps, nous aurons l'émergence qu'on voudrait atteindre. Effectivement, je suis d'accord avec vous parce que je disais toujours tout à l'heure, je lisais un article, un gars qui disait sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il a dû avoir un désaccord avec une de ses copines ou sa femme, en disant on peut décongeler tout de suite, on peut décongeler à manger rapidement. C'était un genre de menace en disant si vous ne cuisinez pas, nous on peut décongeler rapidement pour pouvoir manger. Et j'ai posé la question en disant mais qui c'est qui a cuisiné avant que vous puissiez congeler? Vous voyez? Parce que c'est de dire, je peux décongeler, mais il y a quelqu'un qui a cuisiné avant que vous ne puissiez congeler. Et dans la société sénégalaise, malheureusement, je vois toujours ça. On dit toujours aux hommes, ah non, tu ne touches pas à ceci. Non, non, dois balayer, dois nettoyer. Alors qu'en fait, quand ils se retrouvent à l'étranger, ils doivent tout réapprendre. Ils doivent apprendre à cuisiner, ils doivent apprendre à nettoyer. Et en fait, ce que je disais, c'était si on arrivait à une société de balance, parce que je dis les Sénégalais, vous vous prenez pour les petits rois quand vous faites certains commentaires par rapport aux femmes qui, en fait, à qui on apprend, qu'on éduque d'ailleurs pour s'occuper d'un homme, que ce soit le bas âge, là où les garçons sont pris devant, et on dit souvent qu'il sous-sait quand elle se marie, elle n'appartient plus à notre famille, ce qui est faux, parce que les femmes s'occuperont toujours de leur père et de leur mère, malgré qu'elles soient ailleurs par rapport aux hommes, ce qui est différent. Alors, votre impression dessus, Monsieur Baye? Faire travailler les garçons, leur apprendre. Oui, mais comme je viens de le dire, c'est-à-dire que la femme est plus utile que l'homme. Comme tu l'as si bien dit, même dans les maisons, la petite fille, son rôle est plus important que les garçons. Les garçons, en fait, qu'est-ce qu'ils font dans la maison? Peut-être donc pendant la fête de Tabaski ou bien parfois par extraordinaire, ils font des travaux dans la maison. Mais la femme ou bien la petite fille, elle est toujours ou bien quotidiennement, elle rend service à la maison. Parfois, si la mère ne se sent pas bien, c'est elle qui remplace la mère à la cuisine. N'est-ce pas? C'est elle qui fait la vaisselle, etc., etc. Ce n'est pas toutes les familles sénégalaises qui ont les moyens de prendre une femme de ménage. Donc, ces filles-là qui se substituent en femme de ménage dans leur famille. C'est pourquoi toutes les petites filles sénégalaises savent cuisiner. À bas âge, savent faire, savent vraiment, même comme tu l'as dit, entretenir la famille, ou bien, je ne sais pas, servir le repas à leurs parents, ou bien aux invités. Maintenant, il faut qu'on dépasse cette étape-là. C'est bien, la femme doit avoir la place de la femme dans une société. Mais aujourd'hui aussi, il faut que nous les donnons les mêmes chances que les garçons. Parce que, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, au même moment où elle lave les habits, ou bien où elle cuisine, le garçon est en train de faire les exercices, ou bien est en train vraiment de suivre un documentaire à la télé. Donc ces chances-là ne sont pas égales, n'est-ce pas? Par extraordinaire, on a constaté que malgré tout ça, ces filles, vraiment, se mettent toujours devant ces garçons. Maintenant, l'État doit quand même mettre en pratique la loi sur la parité. Même tu le vois, même dans ces élections-là, il y a des listes qui n'ont pas respecté la parité. Et pourtant, les préfets l'ont validé. N'est-ce pas? C'est maintenant, il faut quand même une prise de conscience par rapport à ça. Moi, je ne vais pas dire son nom, mais même il y avait une femme qui avait du un leadership, mais s'il n'était pas une femme, elle aurait dirigé un grand parti du Sénégal.
peut-être vous allez l'imaginer, mais c'est la réalité. Il y avait une femme qui avait du cran, qui avait un leadership, un background, hein, qui lui permettait d'être chef de parti, mais malheureusement, parce qu'elle est femme, elle est avocate, c'est une femme que j'ai courtisée, mais c'est ça quand même le malheur. Au même moment, on voit là-bas, en Allemagne, une Angela Merkel qui fait de très bonnes choses, qui est digne et qui gère l'Allemagne comme un homme. Maintenant, pourquoi nous, en fait, nous ne pouvons pas éduquer nos enfants pour jouer ces mêmes rôles-là? Effectivement, nous mettons un plafond de verre à nos filles, justement. Bon, vous me connaissez sur les réseaux sociaux aussi, que je ne fais pas dans la dentelle par rapport à certaines personnes, parce que définitivement, la façon dont mes parents nous ont éduqués, c'était la parité. Mes frères savent aussi bien cuisiner que nettoyer. D'ailleurs, il y en a un qui cuisine même mieux que nous. Mais l'inverse, malheureusement, l'inverse aussi se voit. Quand une femme ne sait pas, comme on dit, cuisiner, ou bien ne sait pas cuisiner comme le mari veut, parce que je suis sûre qu'elle sait cuisiner ce qu'elle fait chez elle, mais que la famille n'apprécie pas, la famille, le mari n'apprécie pas la cuisine qu'elle fait, ou que les belles-sœurs arrivent et se mettent dessus en essayant, parce que c'est ce que j'explique, une fois que vous êtes marié dans une famille, vous devenez presque l'esclave de la famille. Et ce sont des choses qui continuent, et je dis aux femmes souvent, nous sommes les plus machistes en matière d'éducation, parce que c'est nous qui faisons, qui apportons ce genre de comportement, qui fait que nous sommes plus difficiles avec les femmes que nous sommes avec nos frères, une fois qu'ils amènent leurs femmes, ou bien une fois qu'ils sont mariés, on est très critique sur la femme. Et l'inverse, j'ai vu des femmes qui disent, mais moi, je n'ai pas envie, je cuisine, mais la cuisine que je fais, parce qu'on apprend à cuisiner en fonction de sa famille, la cuisine que je fais n'est pas celle que mon mari veut, et on se moque de moi. Alors, pourquoi ce genre de sujets ne sont pas abordés au niveau du Sénégal? Pourquoi on ne met pas sur place des services qui permettent aux garçons d'apprendre aussi à faire la cuisine? C'est pas, il n'a jamais été écrit nulle part que la femme devrait servir de cuisinière ou de bonne, etc. pour la famille. Pareil pour nos filles, pareil pour nos garçons. Mais absolument. En fait, moi, je vais au-delà de ça, mais je vais te donner un exemple. Si la femme vient dans la maison de son mari, au bout de 2 ans, elle n'a pas un enfant, donc là, tous les problèmes viennent. Tous les problèmes viennent. Et pourtant, même il y a un chef religieux qui dit, même selon le Coran, ne dit pas que en mariage, il est automatiquement dit que la femme doit vraiment te faire des enfants. C'est pas dit. C'est Allah qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants, n'est-ce pas? Maintenant, aussi, la femme sait cuisiner. Aussi, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle. Et quand même, on se marie, on a une femme, donc ce qui est fondamental, c'est quoi? C'est la compatibilité d'humeur. La compatibilité d'humeur, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que vous puissiez s'entendre, n'est-ce pas? Vous puissiez vivre en harmonie. C'est ça qui est important. Que la femme ne sait pas cuisiner, que la femme ne sait pas faire la lessive, etc., etc. Tout ça, ça ne fait pas partie du couple. Ça ne fait pas partie du couple. Peut-être, vous pouvez vous entraider. Si la femme ne sait pas cuisiner, tu peux l'aider. Et comme tu l'as dit, en fait, ce n'est pas aussi dit que c'est la femme toujours qui doit cuisiner. Parce que même j'en ai parlé à un ami et je lui disais, mais mon frère, il y a des jours où tu dois prendre le relais pour ta femme parce que c'est un être humain. Parfois, elle a de mauvaises humeurs, parfois, elle est fatiguée. Donc, c'est à toi quand même de prendre le relais. Moi, j'ai cette philosophie-là. Même un enfant, tu dois le respecter parce que c'est un être humain. Donc, dans la vie, il faut s'entraider. Je l'ai dit, moi, en fait, il m'arrive même de faire le petit déjeuner. Donc,
et de l'amener à mon épouse, n'est-ce pas? Parce que je vois son regard, si je sens qu'elle est fatiguée, moi je prends le relais. Donc elle n'est pas un robot. Il faut que nous éduquions les garçons comme ainsi. D'abord, qu'elles savent respecter donc, leur mère, et ensuite, s'ils respectent leur maman, automatiquement, ils vont respecter leurs épouses dans le futur. Donc c'est ça l'éducation. Et les pousser à respecter la femme d'une manière générale, à avoir de l'empathie pour la femme. C'est ça qui est important. Parce que biologiquement parlant, la femme est fragile, donc il faut, même émotionnellement, elle est fragile. Donc il faut quand même toujours éduquer les enfants sur ces aspects-là. Moi, j'ai été éduqué par ça. C'est pourquoi j'ai une affection profonde pour les femmes sénégalaises. Je me rappelle un jour, je traversais un terrain de foot la nuit avec un ami. On faisait le collège. On a vu un homme battre sa femme et la femme avait sur son dos un enfant. Mais on s'est rué sur lui. Et on allait faire quand même le pire. Après, vraiment, il s'est expliqué, oui, je vis dans une maison, dans une grande famille, je ne peux pas la corriger là-bas, c'est pourquoi je l'ai invitée à venir ici. Et quand elle est venue, vraiment, j'étais tenté de la corriger. On l'a dit non, ça c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Surtout, vraiment, l'enfant qu'elle porte sur son dos, donc elle n'a plus de preuves à faire donc, pour le couple, ou bien pour l'amour, ou bien pour les sacrifices qu'elle a eus pour toi. On a parlé avec lui, mais heureusement, il est revenu à de meilleurs sentiments et il a demandé à la femme pardon. Donc, pour dire que, et aussi, il y a beaucoup quand même de moyens pour parler à sa femme ou bien pour la corriger. Donc, attends à la tombée de la nuit, dans votre chambre, parlez-lui doucement. Vous allez vous entendre. Mais ce n'est pas des frappes comme ça ou bien des coups de poing qui vont régler les choses. Moi, j'ai toujours... Voilà. Moi, j'ai toujours eu l'idée que la femme, vraiment, si elle est respectée, si on leur donne sa place dans la maison et dans la société, elle ne va pas créer de problèmes. Si les femmes que vous voyez faire des choses malsaines parfois, c'est des femmes qui sont frustrées. Il y a des femmes qui ont vécu l'injustice ou bien des choses atroces à un moment donné. Et quand vous allez dehors, ou bien quand vous quittez votre maison pour s'installer dans un autre quartier, c'est là où vous verrez réellement le rôle qu'occupe la femme. Et tu arrives dans des moments difficiles, c'est la femme seule qui est là, qui fait vraiment tout pour te satisfaire les besoins quotidiens, mais tu ne vois pas les hommes. Même nous, les leaders ou bien les jeunes leaders, dans des moments difficiles, les premiers appels, c'est les appels des femmes. C'est les appels des femmes. Ou bien quand tu es malade, les premiers repas que tu reçois, ou bien les premiers encouragements, ça vient des femmes. Ça vient des femmes. Je l'ai mentionné tout à l'heure. J'ai dit qu'elles sont plus sincères et quand elles te disent oui, c'est oui. C'est-à-dire qu'elles sont sincères et elles sont vraiment plus humaines. Et elles, voilà, donc c'est ça. Elles sont humanistes quand même. Voilà le mot. Ben,
Monsieur Mbaye, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites. Moi, j'ai aussi une question par rapport à vous. Alors, vous êtes politicien aussi, vous êtes au niveau, on sait que demain il y a les élections, on sait que vous êtes présenté. Comment allez-vous faire ces changements, comment allez-vous arriver à ces changements? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre programme? Qu'est-ce que vous allez faire si que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas? Je souhaite vraiment que vous gagnez parce que vous avez des idées vraiment qui sont absolument excellentes par rapport au Sénégal. Quels sont les clivages que vous allez mettre en place pour faire ces changements? Parce que vous, à vous tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Qu'est-ce que vous avez autour de vous pour pouvoir arriver à ces changements-là, Monsieur Mbaye? Voilà, moi, mon engagement politique vient quand même de la société elle-même, parce que moi, je n'ai jamais voulu faire la politique, parce que je me disais toujours que c'est un terrain vraiment où tu vois l'hypocrisie, les superfuges, la démagogie, les complots. Donc, moi, je me suis dit que moi, je suis un homme de principe. Donc, le terrain politique, vraiment, ne m'appartient pas. Voilà. Mais quand même, à un moment donné, le fait de défendre ma communauté, d'abord, donc, par plusieurs combats que j'ai portés pour ma communauté, d'abord dans les inondations de 2013, donc où j'étais le point focal de Oxfam, donc où je devais former des jeunes qui, à leur tour, devaient intervenir quand il y avait une inondation dans un quartier quelconque. Et ces jeunes-là étaient rémunérés. À un moment donné, j'ai porté aussi le combat sur le littoral, le terrain qu'on partageait donc, entre politiciens et hommes d'affaires. Donc, on m'a cité en justice. À un moment donné, on est parvenu à une médiation pénale. On a tenté de me corrompre. On m'a agressé, on m'a empoisonné. Donc, à un moment donné, le combat que je mène, c'est contre ce régime de Macky Sall. C'est là, en fait, à un moment donné, les gens m'ont dit quand même, il faut se lancer dans la politique. Parce que moi, j'étais dans le M23, donc je portais un combat citoyen. Mais à un moment donné, c'est les Sénégalais qui m'ont fait un homme politique. C'est les Sénégalais qui m'ont poussé à se présenter aux élections locales. Voilà. Maintenant, je suis un jeune, moins de 40 ans, qui est natif de Guédiawaye et qui a une vision. Donc, et aussi qui était conseiller politique de plusieurs leaders ou bien responsables politiques. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit que ces gens-là ne sont pas plus patriotiques que moi. Et ces gens-là, c'est pas quand même, on le dit, en fait, je ne suis pas prétentieux, mais ne sont pas plus intelligents que moi. On a fait les mêmes écoles. Et aussi, nous, au moins, on a pris notre temps à lire vraiment l'histoire du monde et faire des études en sciences politiques et aussi à l'État, en fait, des études en sciences politiques et juridiques qui nous ont permis quand même de savoir l'État et les rouages de l'État, comment gérer un État, la démocratie, etc., etc., le monde, les institutions, l'Égypte, donc le Soudan, tout. Mais on s'est dit qu'on est enfin prêt vraiment pour briguer vraiment la mairie pour nos concitoyens de la commune et se profiler à l'horizon. Pourquoi pas en 2024 se présenter vraiment comme candidat donc, au présidentiel. Donc c'est Dieu seul qui peut et comme on le dit, comme l'adage le dit, qui veut peut. Voilà, absolument. Je suis... Voilà. Allez-y. Absolument. Et aussi, nous portons quand même un combat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un combat pour la justice sociale, c'est important. Parce qu'on ne peut pas continuer vraiment à prendre les deniers ou bien l'argent du compte ou bien le patrimoine sénégalais et vraiment le réserver à une minorité qui ne fait pas 1%. Et comme j'ai l'habitude de dire, chaque régime qui se met en place, il y a une bourgeoisie naissante. À
partie de ce régime-là. Et ces gens-là, malheureusement, ne sont pas méritants. Ce ne sont pas des gens qui ont travaillé à la sueur de leur front pour vraiment bâtir des immeubles ou bien faire des entreprises. Mais c'est des détournements, c'est des complots, c'est des partages du butin, comme on est en train de le dire. Maintenant, on a dit il faut que ça s'arrête. Donc, on a fait notre bonhomme de chemin pour attaquer. Donc, il n'y a pas longtemps, on a haussé le ton pour dénoncer l'argent du contribuable qu'on distribue à flou dans ces campagnes. On a saisi l'OFNAC, on a saisi le corps de contrôle. Mais malheureusement, c'est seulement le Forum civil qui a réagi. Maintenant, mais à tout moment, quand même, on est tenté vraiment de continuer cette politique-là. Vraiment d'être à côté des populations. Donc, c'est ça notre mission et nous le faisons depuis des années. Et vraiment, aussi nous rendons grâce au ciel. Les Sénégalais nous suivent sur ce volet et aussi on est en train vraiment de réussir notre pari, c'est-à-dire un temps soit peu, on est en train vraiment de sensibiliser les jeunes et qui deviennent de plus en plus éveillés. Monsieur Mbaye, je suis contente de vous avoir eu aujourd'hui parce que je sais que vous avez attendu assez de temps pour être sur la ligne. Je vous souhaite vraiment, merci encore, vous nous éclairez parce que à distance, on n'a pas tellement le pouls de ce qui se passe au niveau du pays, ou bien c'est amplifié avec la loupe. Alors, vous êtes venu aujourd'hui sur le plateau, je ne peux que vous remercier. Je pense que je vais vous inviter de nouveau bien après ces élections. Je vous souhaite définitivement, je vous souhaite moi aussi, je vous souhaite vraiment beaucoup une chance pour demain, puisque c'est demain, et je vous souhaite vraiment de réussir parce que vous avez cette vision que nous aimons du Sénégal, Monsieur Mbaye. Je vous donne la parole. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et personnellement, je vous admire. Je vois votre combat vous aussi. Donc, vous pouvez rester là-bas et tourner le dos au pays natal et vivre votre vie là-bas. Mais chaque fois, vous vous intéressez au Sénégal, au peuple sénégalais et je vois vos publications et tout. Et vraiment, je vous encourage en tant que femme. C'est pas permis à tout le monde. Donc, je vous encourage et je serai toujours aussi disponible pour votre invitation. Et ce sera toujours un grand plaisir de partager avec les concitoyens qui sont basés aux États-Unis. Merci, Monsieur Mbaye, bonne soirée et encore une fois, bonne chance pour demain et bonne chance aussi pour le match qui va venir avec le Sénégal. À bientôt sur sunuclub.fm, notre radio Leket, la caisse de résonance africaine, à partir de Los Angeles. C'est notre émission en wolof et en français. Et la semaine prochaine, nous aurons un autre invité en anglais qui sera aussi à partir d'ici de Los Angeles. Je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Bonne soirée et bonne chance pour demain au Sénégal. Merci beaucoup. Bunga majabelo ganuni ya goma yondero ngol bayo way bayo pabnun ke gada zaga maro jeliandi ya goma yo directeur zero ganunu